Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Mobilisation des cadres politiques du plateau autour du président Patrice Talon. L'initiateur de ce mouvement, le député Jean-Michel Abimbola, il en a profité pour galvaniser sa base. Rappel à l'ordre du directeur général des infrastructures à l'entreprise en charge des travaux de réhabilitation de la route d'Assa-Savalou-Djougou. Jacques Ayadji s'est prononcé sur une vidéo en rapport avec les travaux en cours de ce chantier. Vous l'entendrez dans cette édition. Hommage officiel rendu au regretté d'Abalenon, une cérémonie placée sous la conduite de la mission endogène pour la lumière universelle. Bienvenue, si vous nous rejoignez, la plage de la route des pêches a été libérée de ses occupants anarchiques. Le préfet du département du littoral y a fait une descente ce mardi 10 juillet 2018. Amitié Sagouidi et Jérôme Ongwa nous en parlent. La libération de la plage de la route des pêches est une continuité de l'opération Ouragan deuxième phase. L'objectif est de préparer ces espaces pour accueillir des infrastructures de qualité pour impacter davantage l'économie nationale via le tourisme. L'un des axes stratégiques du gouvernement en ce qui concerne le PAG, la stratégie numéro 3, est de faire en sorte que le tourisme donne une plus-value à l'économie nationale. Donc, les projets touristiques constituent pour le gouvernement des priorités à atteindre. Et c'est pour ça que nous avons fait cette opération aujourd'hui, pour que dans quelques jours, les promoteurs qui ont été retenus puissent rentrer en possession des sites pour pouvoir développer le projet. Rien n'a échappé à la furie du Caterpillar. Ils avaient dit ça, je peux dire, c'était l'année passée, à la ploie était faite en décembre. Ils avaient venu casser les buffets qui sont vers les fins pavés. Donc après tout, ils n'ont plus dit quelque chose. C'est hier, on a appliqué, aujourd'hui ils vont venir casser. C'est que l'État a décidé, on n'a pas le choix. Toute éventuelle réinstallation sur les lieux est passible d'une peine. Cela voudrait dire deux choses. La première, si quelqu'un revenait sur le site libéré, il est en infraction. On le prend, on le défère devant le procureur. Et il est susceptible d'une peine de condamnation, d'accord, avec privation de liberté et ou paiement d'amende. Donc aujourd'hui, ce n'est plus hier où on peut braver les actes de police administrative. Ce n'est plus le cas. Vous faites obstruction à une mesure de police administrative, c'est une infraction pouvant mettre en mouvement l'action pénale et on peut vous inculper pour ça. Donc, garde à ceux qui vont vouloir revenir. J'ai déjà fait confectionner par la police républicaine du département un plan d'opération qui est déjà mis en œuvre. Les moyens sont débloqués au niveau de la sécurité pour que nous puissions garantir l'efficacité de cette opération. Donc, vraiment que les populations se gardent de revenir sur les lieux. Cette opération de libération de la berge du littoral doit se poursuivre jusqu'à Grand Popo. À travers un point de presse tenu à Cotonou, l'honorable Rachidi Badamassi a entretenu les hommes des médias sur les amendements de la loi fondamentale proposés par les députés de la majorité parlementaire. Il a parlé entre autres de la Cour des comptes, la peine de mort, la participation des femmes à la gestion de l'État. Il a fini par se prononcer favorablement pour un référendum sur la question. Suivez un extrait de ses propos. Il est au micro de Gislain Pogué et de Gilles Akoeko. Le Parlement béninois n'a jamais atteint 9% des femmes depuis le renouveau démocratique. Pour une meilleure représentativité des femmes et pour répondre aux aspirations de nos femmes, parce que pour nous, la femme est sacrée. Au fait à dire, pour moi, il y a deux grandes personnalités au monde, Mahomet et Jésus. Mahomet est né d'une femme, Jésus est né d'une femme.
Le président de la République est né d'une femme. Le président de l'Assemblée nationale est né d'une femme. Moi, je suis né d'une femme. La majorité de mes électeurs, c'est la femme. Donc, j'ai l'obligation morale, politique de retourner l'ascenseur aux femmes. Il arrive des fois même où le Parlement béninois se rend pour les séminaires dans les pays du Limois et le Parlement béninois est renvoyé parce qu'il y a certains postes de responsabilité que la loi de Limois exige l'élection d'une femme. L'amendement se justifie. Ce n'est pas opportuniste. Ce n'est pas fait contre quelqu'un. Le Bénin, pays démocratique, a signé les accords et traités internationaux qui vont à l'encontre de la peine de mort. Donc, naturellement, la modification, ça se justifie. Il y a 8 pays de l'Ivoire. Et dans les 8 pays, le Bénin est le seul pays qui n'a pas de Cour des comptes. Quelle honte! Quelle mauvaise gouvernance! Donc, l'amendement de la loi fondamentale se justifie de par la création de la Cour des comptes, qui est une obligation des accords que le Bénin a signés. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités en convoquant le corps électoral, en convoquant le référendum pour nous permettre d'instaurer la Cour des comptes. Sinon, la lutte contre la corruption que fait le chef de l'État n'aura pas de sens. Parce qu'il a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et il le fait, la communauté internationale l'apprécie. Donc, c'est à justice que nous, les 62 députés, nous avons voté la prise en charge de l'amendement. Quand on parle de l'harmonisation et l'alignement des mandats et instauration des élections groupées et non couplées, c'est pour faire l'économie. Parce qu'il y a 10 élections qui pointent à l'horizon. Par élection, il faut dépenser minimum 35 milliards. 35 milliards fois 10. Il vaut bien aller au référendum. Et peut-être dépenser peut-être 50, 60 milliards. On pourra faire de l'économie. Les 19 députés disent non. Non, nos amis de la face disent il faut gaspiller les ressources de l'État. Donc, nous ne sommes pas des apatrides. Je vous aime. Vous êtes belle. C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Il faut donner des instructions à vos députés de voter. Mais ils ont reçu plus de 24 coups de fil. Mais tout le monde n'est pas courageux comme le grand Badamassi. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont cédé. Nous demandons humblement au chef de l'État, le président Patrice Talon, de prendre ses responsabilités en convoquant le référendum. Et nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons utiliser les moyens légaux, juridiques, constitutionnels pour y parvenir. Et sur ce même registre, le vote pour l'amendement de la loi fondamentale continue de susciter des réactions. Gérard Benoîchi ne comprend pas cette radicalisation du bloc de la majorité parlementaire et invite le président de la République à organiser le référendum. Il a également insisté sur le fait que les rumeurs sur l'alignement des mandats doivent cesser. L'élection présidentielle de 2011 aura bel et bien lieu. On l'écoute au micro de Rachida Diomama. Nous avions souhaité aller donc à la révision de cette constitution, d'ailleurs de façon incidente, parce que nous étions d'abord dans une démarche de réforme de nos systèmes partisans. Et pour relever certains défis dans le code électoral, il s'est imposé à nous d'aller retoucher certains articles de la Constitution avant d'y parvenir. Et nous avions tant souhaité. C'est pour cela qu'une démarche participative a été entreprise avec nos collègues de la minorité parlementaire. Mais malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, ils n'ont même pas accepté de voter pour la prise en compte de cette proposition de loi
qu'ensemble, nous avions analysé de fond en comble et ils étaient d'accord sur les 4 points, mais ils auraient pu quand même voter pour la prise en compte. Puis, sur le sujet qui fâche, qui est la question de l'alignement des mandats, ils auraient pu formuler à ce stade des amendements, proposer une reformulation de cet article, mais ils ne l'ont pas fait. Mais le simple fait d'avoir même refusé la prise en compte permet que nous balayions du revers de la main leurs arguments sur les récriminations qu'ils auraient sur la formulation de tel ou tel autre article. Je ne peux pas comprendre, étant donné que certains d'entre eux, lors du débat général, ont quand même pris la parole pour argumenter point par point, pour nous dire est-ce que ce n'est pas possible qu'ils ne votent pas pour la prise en compte. Mais à notre grande surprise, ils ont voté contre. Pour ce qui rentre dans l'intérêt général, va dans l'avancement de notre pays, permet donc de redorer le blason de notre pays, c'est d'intérêt national et les calculs politiciens ne devaient pas primer sur l'intérêt général et c'est fort regrettable. Nous n'avons pas pu, mais pour nous au BMP, nous ne pensons pas que ce soit un échec, étant donné que nous avons réussi quand même à franchir le cap de la prise en compte, ce qui n'avait jamais été le cas d'aucune proposition ni projet de révision de la Constitution. C'est la première fois. Pour nous, c'est une victoire d'étape. Mais ça ne suffit pas. Et, étant donné que nous n'avons pas pu obtenir les 4/5e, la Constitution prévoit clairement que dans ce cas de figure, c'est la voie référendaire qui s'impose et c'est le chef de l'État qui a l'initiative donc de cette voie référendaire. Ce que nous suggérons, c'est que le chef de l'État n'arrête pas le processus, mais que nous puissions continuer parce que nos amis de la minorité nous ont imposé d'aller consulter le peuple. Alors, il ne faudrait pas que nous empêchions cela, nous. Il faudrait que le chef de l'État accepte que nous allions consulter le peuple, que le peuple lui-même se prononce, étant donné que les questions qui sont en débat sont les questions qui touchent à l'intérêt du peuple. Je voudrais dire que le fait qu'on ait écrit dans le point 4 que les députés en 2019 sont élus pour un mandat de 7 ans en vue des élections groupées en 2026 ne veut nullement dire qu'en 2021, il n'y aura pas une élection présidentielle, étant donné que la proposition de révision ne touche pas au mandat présidentiel. Le mandat présidentiel, c'est le mandat pilier, le mandat socle, autour duquel les autres mandats seront regroupés. Une fois encore, j'en appelle au sens patriotique des Béninois pour dire que les points qui sont en débat dans la proposition de révision de la Constitution ne sont pas des points voulus de Gaulle, mais c'est dans la démarche de réforme de notre système partisan que cela s'est imposé de façon incidente et aucun élément du bloc de la majorité présidentielle n'est dans la dynamique que les élections en 2021 ne se tiennent pas. Et même le chef de l'État n'est pas dans cette démarche. Que les Béninois ne prêtent plus oreille aux intoxications. Et ceux qui le font à leur risque et péril parce que la loi sur le numérique est promulguée et ceux qui diffusent de fausses informations sur les réseaux sociaux auront à en répondre devant la loi. Amendement constitutionnel après l'adoption manquée par les députés, le peuple se retrouve donc arbitre pour trancher en dernier. Et chose rare, les députés des deux camps antagonistes semblent à l'unanimité se frotter les mains. Derrière ce satisfecit, il y a des enjeux non avoués que tente de décrypter Ozias Sonovo. Que le peuple tranche, autant pour la majorité présidentielle que pour la minorité parlementaire, l'option référendaire semble être une issue providentielle à leur querelle. Car au-delà de la synchronisation largement admise des mandats et des élections dès 2026, c'est autour du maintien de la prochaine élection présidentielle de 2021 que planent doutes et querelles. La minorité parlementaire déplore que ce rendez-vous n'ait été réitéré noir sur blanc. La majorité jure sa bonne foi, entourloupe, crie la minorité pour qui les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Et pourtant, il aurait suffi juste pour l'un ou l'autre camp de fixer par écrit la tenue effective de l'élection présidentielle de 2021 dans la proposition d'amendement pour surmonter l'achoppement. Alors, question, pourquoi les deux factions parlementaires se sont-elles contentées du blocage en refusant d'inscrire le point consensuel dans le texte à voter ?
Il y a apparemment comme un jeu de posture, d'adhésion de principe, contrebalancé par de vraies fausses querelles. Tout s'est passé au Parlement comme si nos députés rétifs à assumer une révision constitutionnelle, sujet désormais délicat au Bénin, ont refilé la patate chaude au président et au peuple. Providentielle alternative. Pirouette d'autant plus habile que le référendum est frappé du sceau de la pleine légitimité démocratique. Mais au coup, hélas, prohibitif pour le contribuable. Encore plus s'il advenait en 2019 avec les législatives. Tout ceci n'est pour l'heure que conjecture. Le chef de l'État n'a pas encore arbitré entre le Parlement et le peuple. Cadres politiques du plateau et hommes politiques ont fait bloc ce week-end derrière le député Jean-Michel Abimbola à Ifani, et cela à la demande du RBUT, le Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et du développement, un mouvement politique dont ce député de la 22e circonscription électorale est le leader. Ce rassemblement déclare être plus que jamais engagé aux côtés du président Patrice Talon. Guillaume Avienou, Patrick Imao. Un samedi matin, pas comme les autres, au collège d'enseignement général d'Ifani. La cour de l'établissement accueille des militants et sympathisants du Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et le développement. Une organisation politique dirigée par le président du RND, le Rassemblement national pour la démocratie, Jean-Michel Abimbola. Accompagnés de cadres et de figures de proue de la mouvance présidentielle du plateau, ils sont venus rappeler aux populations les raisons de leur fidélité au chef de l'État malgré les critiques des détracteurs de l'homme. En 2 ans, le président Talon a émerveillé par son PAG avec le lancement de plusieurs chantiers à travers tout le pays et surtout la construction d'infrastructures routières majeures qui vont permettre de sortir certaines communes du département de l'isolement. L'axe Pobé-Adjawere-Wenki reste un exemple. Il est temps pour le plateau de former un grand bloc soudé pour soutenir et encourager le président Patrice Talon dans la mise en œuvre de son programme d'action. Cette nécessité, le Rassemblement des bâtisseurs pour l'unité et le développement l'a comprise. En effet, face aux multiples réformes engagées par le président de la République pour le redressement économique et social de notre pays, le Rassemblement des bâtisseurs pour l'unité et le développement reste convaincu qu'avec le président Patrice Talon, le Bénin tient une chance historique de prospérer sur le chemin du développement. Une union des filles et fils des 5 communes du plateau nécessaire à un moment où des échéances de taille s'annoncent. Le référendum pour la révision de la Constitution et les législatives de 2019. Nous ne disons pas tous les jours ce que nous faisons, mais nous travaillons pour le pays et nous allons continuer de travailler pour le pays. Et de ce point de vue, le soutien que vous venez de nous exprimer est reçu. Restons soudés pour aller de l'avant. Ne cédons pas au marché d'illusions. Restons collés aux actions du gouvernement et l'avenir sera radieux pour nous tous. Pour les organisateurs de ce meeting, le rassemblement de ce week-end n'est qu'un test de la popularité des pro-talons dans la région. Un nouveau creuset politique vient d'être lancé dans la Basse-Vallée, précisément dans Hétin. Ce sont les braves jeunes de l'arrondissement qui ont porté sur les fonds baptismaux le Front d'action pour le réveil et le développement sous le parrainage du ministre Serge Aïsso. Emilienne Fayomi. Le mouvement phare créé par les jeunes dans la localité de Hétin, commune de Dangbo, autour du ministre Serge Aïsso, vient de lancer ses activités politiques. Ces jeunes qui ont milité dans d'autres partis et mouvements, se sentant lésés, ont recherché la voie de leur salut dans une structure horizontale du PRD afin d'accompagner le PRD par le biais du ministre Akissou. Selon leur porte-parole, ils ont pris conscience des enjeux du développement local. C'est ce qui justifie la création de leur creuset présidé par M. Nicolas Kouliho. Au mouvement Front d'Action pour le réveil et le développement FAD, la clé de la réussite réside dans notre capacité à nous rassembler, à nous mobiliser pour bâtir un nouveau vouloir vivre ensemble. Dans une dynamique de sincérité pour un soutien franc et indéfectible, cela se traduira dans quelques jours par notre mobilisation pour un oui franc et sincère à l'issue du référendum annoncé, mais aussi à travers une large victoire pour les prochaines législatives
afin de permettre à notre leader de continuer ses réformes. La vallée de Louémé ne doit plus être en rade. Au cours de ce meeting, l'association des riziculteurs de la Basse-Vallée a aussi félicité le gouvernement pour les efforts entrepris par l'appui technique et financier dans la production du riz. Je ne pourrais rien faire en ma qualité de ministre sans vous, sans les fils de la vallée, sans tout le monde. C'est pour ça que je voudrais inviter les uns et les autres que nous nous mettons ensemble pour le développement de cette vallée. Plaise à Dieu, nous connaîtrons de succès. Des gens cherchent, ils n'ont pas trouvé. Et si nous en avons trouvé, je pense que nous avons le devoir, nous avons l'obligation de l'entretenir. Et d'entretenir et de prier pour ceux-là qui nous ont permis de l'obtenir. Je veux nommer le président Patrice Talon, président de la République, qui a accepté votre digne fils de Louémé. Mettons-nous ensemble pour prier à tous ces hommes et pour les soutenir dans leur action, dans tout ce qu'ils vont décider de faire pour le bonheur de ce pays. Le ministre du Commerce, Serge Akissou, a réitéré à ces jeunes porteurs d'initiatives du phare de les accompagner. Les responsables du phare et toute la population ont remis la clé du village dans les mains de leurs parrains politiques, comme pour dire au chef de l'État et à M. Adrien Humbedji, nous vous portons pour les actions de développement engagées dans le Bénin révélé. Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état des travaux de réhabilitation de la route d'Assa-Savalou-Djougou. Une vidéo qui a fait réagir le directeur général des infrastructures. Il a tenu une séance avec l'entreprise en charge des travaux. Précieuse à Koyonou, Alexis Kenov. Je vous ai dit de ne pas faire ça. Et vous avez fait. Le ton est clair. Les prescriptions sont fermes. Le directeur général des infrastructures met en garde Ebromaf. Vous me détruisez la plante d'essai. C'est une instruction ferme que je donne. Vous me détruisez la plante d'essai. De toute façon, ça ne sera pas payé. Ça ne sera pas payé. Selon Jacques Kayadji, la formulation de la grave bitume n'a pas été approuvée avant que l'entreprise ait pu mettre en œuvre la planche d'essai. Des travaux qui seront ensuite publiés sur les réseaux sociaux. Un marché, ce n'est pas du prêt-à-porter. Vous avez un marché, il y a des structures types dans le marché, mais vous devez présenter un dossier d'exécution approuvé. Aujourd'hui, nous avons des difficultés qu'on est en train de régler. Et le chef de mission est au courant, vous êtes au courant, qu'on veut modifier la structure de la chaussée. Vous êtes au courant, oui ou non, monsieur le directeur des travaux? Maintenant, si on veut modifier la structure de la chaussée, et vous allez faire une plante d'essai sur une structure qui ne sera pas, à la fin, mise en œuvre, la plante d'essai, là, ça sert à quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on va vous donner la nouvelle structure, vous serez obligé de faire la plante d'essai sur cette structure-là. Donc, ça sert à quoi de faire la plante d'essai de maintenant? Si ce n'est pas pour dire, comme Arouna l'a dit, que Eboma va dire que c'est ce qu'il est dans sa tête là, qu'il va faire. Un chantier ne se gère pas comme ça. Un chantier, dans le marché, vous avez des trucs indicatifs. C'est pourquoi il y a une mission de contrôle. C'est pourquoi vous êtes là, vous êtes tenu de faire un dossier d'exécution qu'on doit approuver. Vous n'avez pas encore cette approbation. Je suppose même que vous avez déposé votre proposition à la mission de contrôle et que même il n'a pas répondu. S'il n'a pas répondu, vous vous référez à moi. Vous ne mettez pas en œuvre ce que vous voulez. Moi, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. L'entreprise s'est excusée. Selon elle, le reportage réalisé à cet effet n'était pas destiné au grand public. Il avait pour but un usage interne. Toute activité qu'on organise en notre sein, ce qui est nouvelle, si c'est une nouvelle étape, il y a une cellule de communication qui vient filmer pour envoyer à notre hiérarchie. Par rapport à la planche, vous m'avez exactement parlé le matin qu'il ne fallait pas faire la planche. J'ai rendu compte fidèlement, qu'il ne fallait pas le faire. Voilà votre position. Même jusqu'à la dernière minute, j'ai rejoint les gens sur le chantier.
Donc il y a des choses, franchement, ce n'est pas qu'on a pris une initiative comme ça pour forcer, non. Et en plus, ce n'était pas dans l'idée de mettre ça sur la place publique, non. Ce n'est pas comme ça. Vraiment, je m'excuse, moi, mon intention n'était pas là-bas. Le directeur général des infrastructures demande la cessation de tous travaux en attendant la révision du projet. Audience au cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Une équipe de Lions Club Cotonou Émeraude avec à sa tête Jacques Kayadji a eu un tête-à-tête avec Bintou Adam Chabitaro. Les échanges ont été riches et ont permis aux deux parties de nouer désormais un partenariat. Blaise Adampo. Les membres du Lions Club Cotonou Émeraude reçus par le ministre des Affaires sociales. Au cabinet de Bintou Chabi Adam Taro, ils exposent leur vision, celle de travailler en synergie d'action avec le gouvernement. Comme vous le savez, c'est un club de service qui identifie des problèmes et apporte des solutions. Et c'est dans ce cadre que le ministère des Affaires sociales, puisque c'est dans un cadre social qu'ils agissent, ils sont venus rencontrer le ministère des Affaires sociales pour que nos forces se convergent, qu'on puisse nous mettre ensemble, qu'ils n'aillent pas sur le terrain sans avoir identifié de réels problèmes. C'est la recherche de la pertinence de nos œuvres qui nous a amenés à solliciter cette audience. On a démarré les discussions. Ces discussions vont se poursuivre pour que nous puissions retenir une œuvre commune, j'insiste là-dessus, pour que la Lions Club Cotonou Émeraude et le ministère de la Famille aient une œuvre commune. Le Lions Club Cotonou Émeraude est né il y a quelques semaines. Pour débuter son partenariat avec le ministère des Affaires sociales, une activité est prévue dès le début de la semaine prochaine. Nous avons demandé, et le ministère a accepté, de faire avec nous la semaine de lutte contre la toxicomanie que nous avons retenue du 16 au 23. Après cette audience avec le ministre Bintou Chabi Adam Taro, une rencontre est prévue avec les directeurs techniques des affaires sociales départementaux pour identifier des problèmes afin d'y apporter des solutions. Autre actualité, à la date d'aujourd'hui, la population mondiale dépasse les 7 milliards et demi des hommes et femmes qui seront au devant de la scène demain. 11 juillet, journée mondiale de la population pour la JMP 2018. La communauté internationale a choisi de réfléchir sur l'importance familiale. Interrogé par Jean-Claude James et Bernardin Soglonou, le ministre d'État est revenu sur quelques points clés de ce thème. On le suit. La planification est un droit humain. Alors, c'est important, effectivement, quand on regarde les enjeux qu'il y a autour de cet accroissement de la population, et en particulier chez nous. Par exemple, les questions liées aux dividendes démographiques. Il est clair que la planification est une des solutions, et c'est pour ça qu'on dit que la planification est un droit humain. C'est un thème important et il nous appartient de nous l'approprier. On va réfléchir sur tous les enjeux qu'il y a autour de cet accroissement, de l'évolution de la population. Nous avons des instruments, bien sûr, pour cela. Nous avons la politique nationale de la population et surtout, à l'intérieur du programme d'action du gouvernement, nous avons le programme ARCHE que vous connaissez très bien, qui va nous permettre justement de saisir concrètement comment certains de ces enjeux-là se déclinent. La population, c'est indépendamment des naissances qui peuvent être contrôlées par la planification, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi les problèmes d'éducation qu'il y a autour, et enfin les problèmes de santé et surtout de santé primaire. L'ARCHE apporte une solution à ça, puisque à l'intérieur de l'ARCHE, nous avons l'instrument principal qui vise à donner une assurance médicale obligatoire à tous nos concitoyens. Donc, notre message ici est clair, en même temps que le planning familial est un droit humain, chaque famille, chaque communauté et notre pays doivent s'approprier cet outil-là.
Ils peuvent pousser un ouf de soulagement. Les détenus de la prison civile de Cotonou ont reçu ce samedi 7 juillet 30 bancs et 50 matelas. C'est une œuvre de la Fédération des étudiants et stagiaires béninois formés en Chine, dont la mission phare est d'apporter des gestes de solidarité à l'égard des personnes en difficulté. Le porte-parole de ce collectif et le régisseur par intérim de ce lieu carcéral se sont confiés à Patrick Ayadji et Jules Akweko à l'issue d'une cérémonie de remise sobre. Regardez. Ce n'est que le début d'un processus de rapprochement et d'assistance que nos associations entendent mettre en place afin de vous accompagner, de nous sentir plus proches de vous et afin également que nos frères et sœurs qui sont dans les liens de la détention comprennent qu'ils ne sont pas seuls, que le sentiment de solidarité nationale les concerne également. Nous voulons dire plus particulièrement à nos frères que le plus important, ce n'est pas de servir la peine pour laquelle ils sont là, mais le plus important, c'est de se préparer pour se réinsérer dans le tissu social. Au nom de l'équipe administrative de la province de Cotonou et au nom des bénéficiaires que sont les détenus, cela dit merci. Merci parce que c'est un cadeau énorme. Et énorme aussi qui coïncide parfaitement avec les besoins. Parce qu'au-delà de leur volonté de donner, ils ont aussi voulu et ils ont pris les précautions pour que le cadeau soit... Appel à l'aide de l'organisation non gouvernementale Valeurs Albinos, la responsable de cette ONG est venue demander l'aide de toute personne de bonne volonté d'une femme albinos qui est vraiment dans un état critique. Écoutons un extrait de ses propos au micro de Blaise Adampo et Ronald Chidimé. Elle m'a contacté et relatant les problèmes qu'elle a auparavant. Je pense que j'avais déjà lancé l'appel sur les médias il y a 1 an. Après 1 an, c'est vrai, j'ai moi-même dépensé, mais j'ai été limitée. Donc du coup, je n'en pouvais plus. Je demandais aux autres de venir en aide par rapport à l'aide que je portais auparavant. Suite à cela, elle est retournée encore à son domicile à Alada. Donc, après, elle m'a encore rappelé pour me dire, un œil est fermé. J'ai dit, si c'est ça, c'est que je me relèverai encore pour voir ce que ça va donner. Ça commence comme de petits boutons. Et après, vous allez voir sur la photo d'ici, ça c'est un creux. C'est un creux de plaie. Et là même, c'est pas encore béant. Mais ce qui est là, elle est très béante. Elle a pratiquement envahi tout le corps. Et cette photo-là date de quand déjà? 1 an. 1 an, pratiquement. 1 an. Donc, maintenant, au niveau du visage, ça a rongé l'oreille. De l'oreille jusqu'à l'œil. Et l'œil, maintenant, vous allez voir, l'œil est enflammé. Et là, ça a fermé l'œil. Et l'œil sointe. Et donc, les mouches s'entourent d'elle. Voilà, oui, ça soigne. Donc, suite à cela, j'ai dit, bon, j'ai commencé les traitements avec la cancérologie au niveau du CNHU. Mais il nous faut encore faire beaucoup d'autres analyses. Il y a les médicaments que j'ai achetés, mais on sera limité. On sera limité si réellement la population béninoise ou les personnes de bonne volonté, le ministère de la Santé, il faudrait qu'on la stabilise parce qu'elle est déjà anémie actuellement. Je pense que nous devons réellement et penser à sa situation. C'est possible qu'elle soit sauvée, c'est possible. Et moi, je pense que je reviendrai encore avec elle. Pourquoi pas pour dire merci à tous ceux-là qui me voient et qui vont réagir promptement en nous contactant au 97 64 30 19, le 97 64 30 19 ou le 96 93 96 05. Vous envoyez par mobile money tout ce que vous voulez. Je vous dis, nous avons besoin de sauver cette vie. Réagissez donc à l'appel de cette femme en détresse. Le master études prospectives et développement du professeur Albert Tingbe Azalou a livré la dernière promotion des auditeurs. Ils ont reçu leur diplôme en présence des autorités de l'université d'Abomey-Calavi. William Tchoki. Le master professionnel études prospectives et développement est né des nombreuses questions que se posent les hommes et les institutions. Comment anticiper le futur? Comment formuler une perspective générale? Comment faire face à l'incertitude, à la complexité et au changement?
Comment créer un système stratégique d'information? De pertinentes interrogations qui ont amené son géniteur, le professeur Albert Tingbe Azalou, à créer ce master rattaché au département de sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il est né du constat suivant lequel le long terme et la prospective sont souvent absents des réflexions et stratégies adoptées pour le développement de l'Afrique. Étudier la stratégie prospective, analyser et dégager les scénarios possibles pour relever les défis de développement à court, moyen et surtout à long terme. La prospective traduit, entre autres, une démarche holistique et interdisciplinaire qui vise la construction de l'avenir dans le présent. Depuis sa création en 2014, le Master Études prospectives et développement vient de livrer sa deuxième promotion d'auditeurs. Ces gens peuvent construire des scénarios et projeter l'avenir. Il est difficile pour un pays, disait le professeur Tingbe Azalou Albert, de connaître un développement sans aller vers la prospective. Il ne suffit pas de concevoir les stratégies, mais il faut aussi du capital humain, spécialiste en études prospectives et développement, pour réaliser la vision sur laquelle reposent ces stratégies. Ce master n'est pas un master de plus. On en avait besoin. Pour le chef du département de sociologie et anthropologie et le doyen de la FAS, la faculté des sciences humaines et sociales, le master études prospectives et développement vient combler une lacune, celle de la réflexion prospective à l'échelle nationale et décentralisée en matière de pilotage de programmes basés sur le long terme. Livrer au peuple béninois une promotion de master qui parle de prospective, qui sait allier, qui sait comprendre le futur, qui sait prévoir et pouvoir vivre est une chance. Le master professionnel prospective et développement vient combler un déficit évident et contribue dans le même temps, comme toutes les autres masters de nos facultés, au rayonnement de la science et de la promotion de l'intelligentsia béninoise. Ces 4 concepteurs de politique nationale de développement ont reçu leur parchemin. Ils pourront désormais impulser les stratégies de développement dans leurs différents secteurs d'activité. Voyons à présent ces hommages officiels qui ont été rendus ce samedi au regretté Dag Baleno, grande figure de la promotion des religions endogènes, une cérémonie placée sous la conduite de la mission endogène pour la lumière universelle. Gilles Danso, NSTTU. La terre s'est renversée sur nous. La vie même a cessé d'exister à notre égard ce mercredi 21 mars 2018. Dag Baleno, un hommage digne du nom pour saluer la mémoire de cet homme hautement engagé dans la promotion des religions endogènes, le vaudou. Ici, à la basilique Cerro, une célébration religieuse a été organisée et a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives et des membres du gouvernement. Le sens de cette messe des dignitaires vaudous nous est donné ici. On a assisté à une célébration de culte endogène pour rendre hommage à Sa Majesté Dag Baleno Adama Ikpokwe. Il faut aussi inscrire cela dans la dynamique de revalorisation des cultes endogènes que Dag Baleno avait entreprise de son vivant. Car le constat est que les religions importées ont l'habitude de célébrer des messes de façon récurrente. Mais lorsqu'on va dans le vaudou, il n'y a pas de ce genre de célébration. Cela fait que parfois les adeptes se perdent. Donc il faut des initiatives pour pouvoir cadrer, parler régulièrement aux fidèles vaudous. C'est dans cette logique-là que Dag Baleno Adama Ikpokwe avait mis en place la mission pour la lumière spirituelle universelle qui organise de façon récurrente des cultes endogènes. Et maintenant qu'il n'est pas là, c'est normal que cette mission fasse quelque chose pour lui rendre hommage. Un hommage bien mérité pour un grand homme de la culture. Il était le directeur général de l'Archa. Avec
mes collègues du cadre de vie et du développement durable, nous avons avec beaucoup de bonheur fait la connaissance de Dag Baleno. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 2 ans. Il nous a marqué par son humilité, sa simplicité. Il nous a marqué par le fait que c'est quelqu'un qui aime fondamentalement l'homme. Et nous avons travaillé ensemble dans une harmonie qu'on n'espérait pas. Dag Baleno nous a également marqué par son engagement. Un engagement très fort pour la cause du nouveau départ. Un engagement pour le Bénin et surtout, de par sa fonction, un engagement pour le développement du plateau d'Abomey. Nous avons vu en lui un homme grand, mais qui se montrait tout le temps petit. Et c'est pourquoi, au nom de mes collègues et moi, je parle de tout le personnel du ministère du cadre de vie et développement durable, de tout le personnel de l'ARCHA, l'agence qu'il a eu l'opportunité de diriger et qui a lancé d'importants travaux de développement dans Abomey. Mais aussi, au nom du chef de l'État, nous avons décidé d'immortaliser sa mémoire de grand homme. Et nous avons choisi de mettre en terre un baobab. Parce que pour nous, un baobab ne meurt pas. Quelques témoignages. Et ce que nous pouvons retenir de son vivant, c'est qu'il a assuré la continuité de la religion endogène. Il nous a montré que c'est cette religion qui avait incarné nos aïeux, nos ancêtres, et il est resté dans la même ligne que nos parents. Nous avons partagé des bons moments ensemble. Aujourd'hui, il est rappelé à Dieu, paix à son âme. Nous penserons toujours à lui, il restera toujours gravé dans nos mémoires comme étant un des plus grands, un homme sage, un homme de paix qui puisse être. C'est pratiquement terminé ici, comme vous le constatez en arrière-plan, cette cérémonie qui est dédiée à la mémoire de Dag Baleno qui nous a quittés il y a quelques jours. Et comme c'est bien inscrit par ici, le vaudou est un chemin qui mène vers Dieu. Dernier sujet de cette édition, un nouvel envol pour la lutte au Bénin. Dans la matinée du jeudi 5 juillet, une convention de partenariat a été signée entre la société sportive et la Fédération béninoise de lutte au siège du Comité national olympique et sportif béninois. Ce pacte répond ainsi aux dispositions de la Charte nationale des sports et statuts de la FEBELUT. Patrick Ayadi, Simon Viron. Voilà qui scelle le début de ce partenariat sportif entre la société sportive Entendez, Sport Investissement et la Fédération béninoise de lutte. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour le monde de la lutte béninoise, jadis orpheline d'une expérience de management sportif. Beaucoup de nos athlètes ont souvent affirmé qu'ils pratiquent ce sport par passion. Jamais l'idée d'une carrière de lutteur n'a sûrement traversé les esprits. Mais aujourd'hui, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que c'est désormais chose possible. Grâce à Sportis, les lutteurs peuvent enfin songer à une professionnalisation de leur passion. Le soutien des annonceurs est d'une condition sine qua non pour cette discipline olympique en plein essor au Bénin. La nouvelle alliance va retourner ce qui revient à la lutte béninoise, à la FEBELUT. Nous avons décidé de coopérer avec la Fédération béninoise de lutte afin de donner un nouveau dynamisme à cette discipline. À travers l'organisation des compétitions de lutte spectacle au Bénin, Sportis s'engage à populariser la discipline, à promouvoir de nouveaux talents et à assurer une carrière aux athlètes. Ainsi, dans ce second semestre de l'année 2018,
Sportis va planifier une série de combats, de luttes spectacles de haut niveau. Le nouveau pas séduit le Comité national olympique et sportif béninois CNOSB. Pour cette institution, au commencement était la lutte. La lutte là, c'est depuis la rencontre entre papa et maman que ça commence pour le futur être et l'œuf qui va faire de la nidation. C'est de la lutte aussi, jusqu'à traverser toutes les péripéties à l'intérieur du corps de maman. Et il faut lutter pour se retrouver en bonne posture et sortir comme cela se doit. C'est aussi la lutte. Et dès que tu découvres la vie, c'est une autre lutte qui commence. Sportis est une société de marketing et de promotion de talents sportifs. Elle noue des partenariats avec l'ensemble du mouvement sportif national. Objectif, faire décoller le sport au Bénin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.